La parole est à Monsieur Savary, ultime orateur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable et des Transports, Monsieur le rapporteur, beaucoup de choses, et pratiquement tout a été dit sur ce texte qui se présente comme un texte voulant étendre le service minimum au transport régulier et maritime et qui, effectivement, est en réalité beaucoup plus ciblé sur un problème particulier qui est celui de la desserte de la Corse. À la suite de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dite loi sur le service minimum dans les transports publics, comme de son extension à l'aérien par la loi Diard de mars 2012, votre proposition, dont on débat ce soir, d'extension aux lignes maritimes régulières, pourrait sembler aller de soi. Ce débat, je vous l'accorde, n'est certes pas médiocre, mais personnellement, je juge qu'il intervient à un moment particulièrement inopportun, et je vais essayer de vous dire pourquoi. De façon générale, l'immense majorité des dessertes maritimes régulières en délégation de service public dans notre pays connaissent une conflictualité sociale quasi nulle, en tout cas exceptionnelle, et même, à contrario, un sens élevé du service qui conduit les équipages à l'assurer dans des conditions parfois très difficiles. Qu'il s'agisse de la desserte des îles bretonnes, de Belle-Île, de Groix, de Watt, d'Ouedic, d'Ars, de Bréa, de Batz, de Saint, d'Ouessant et de Molène, ou encore de l'Île-Dieu, qu'il s'agisse encore, et ils me sont chers, des 2 bacs de la traversée de la Gironde ou des multiples services d'outre-mer, nous n'avons pas entendu parler d'une actualité particulière, tonitruante, sur l'interruption de services pour cause de conflits sociaux. Il n'y a dans ces dessertes aucun indice de conflictualité excessive, aucune demande d'usagers, ni d'élus locaux ou d'associations de consommateurs réclamant la mise en place d'un dispositif de service minimum. J'ajoute que personnellement, ayant derrière moi une longue expérience d'élu local, je considère que la lettre et l'esprit de l'article 72 de la Constitution, qui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales, devraient nous conduire à respecter leur libre capacité à négocier des conventions de service public et des contrats de service public comme elles l'entendent, en fonction de leur connaissance beaucoup plus fine que la nôtre des contextes locaux et des dispositions à leur appliquer. Le ministre a rappelé tout à l'heure à cet égard les compétences légales particulières de l'Assemblée territoriale de Corse en ce domaine. Je ne note pas par ailleurs que les collectivités locales administrant des lignes maritimes régulières ni que l'association des élus du littoral ait exprimé la moindre revendication d'intervention de la loi en la matière. Et ce soir, j'observe qu'il n'y a pas une foule considérable, y compris parmi les signataires de cette proposition de loi, de députés de la nation qui se sentent concernés ou impliqués par la conflictualité qui semble vous gêner, messieurs. J'observe qu'il n'y a pas non plus beaucoup de Corses ou de collègues d'origine corse de tous les bancs présents pour venir supporter, je le regrette pour vous, Monsieur Marcangeli, cette proposition de loi. En réalité, votre proposition de loi, mes chers collègues, ne poursuit pas tant un projet de garantie universelle du service public qu'il ne constitue un épisode du feuilleton à rebondissement de la Société nationale Corse-Méditerranée et de ses relations tumultueuses avec les collectivités locales, pour des raisons multiples, dont la continuité de desserte est très loin d'épuiser le sujet. Il est incontestable, je vous l'accorde, que le niveau de conflictualité de la Société nationale Corse-Méditerranée a été ces dernières années hors de proportion avec celui de tous les autres services maritimes réguliers de France métropolitaine et d'outre-mer. Mais je ne suis pas du tout convaincu, à connaître l'histoire et le contexte un peu particulier de cette entreprise, qu'une loi de circonstance et d'improvisation suffise à régler le problème. Je vous rappelle, à l'appui de ce raisonnement, que la SNCM, comme la Compagnie méridionale de navigation, sont assujettis, ça a été dit par les précédents orateurs, à des obligations contractuelles de dialogue social et de continuité de service, notamment au titre de l'article 22 du contrat de délégation de service public, qui les lie à la collectivité territoriale de Corse, mais aussi d'un accord plus récent de prévention des conflits conclu en novembre 2012. Le fait que ces dispositions ne soient, le cas échéant, pas respectées devrait pouvoir justifier le recours à des voies de droit sans qu'il soit besoin d'y ajouter une loi soupçonneuse pour les autres liaisons maritimes de notre pays.
Au moment où vous nous présentez ce projet de loi, et c'est pour ça que je considère que le moment n'est pas bien choisi, 2 dossiers d'une très grande sensibilité sociale sont actuellement ouverts et me semble justifier que l'on évite toute provocation de nature sociale et politique, tellement ils sont douloureux pour de nombreuses familles de marins. Le dossier de la SNCM, d'abord, en premier lieu, qui fait l'objet d'une commission d'enquête de notre Assemblée, à laquelle j'ai l'honneur de participer, dont la mission est d'essayer d'identifier les conditions de la privatisation et comment, en particulier, un fonds d'investissement privé, que je ne citerai pas par charité, introduit au capital par le délégataire Veolia, a pu s'en retirer quelques mois plus tard avec une plus-value de cession d'actions de l'ordre de 60 millions d'euros au titre d'un pacte d'actionnaires entre Veolia et ce fonds d'investissement dont on nous a précisé qu'il était secret, ce qui, pour un service public, devrait vous émouvoir tout autant que les grèves, mes chers collègues. C'est dans ce contexte particulier qu'il ne me semble pas avoir ému le gouvernement Villepin de l'époque et ceux qui lui ont succédé, alors que l'avenir de la SNCM et de ses personnels reste à consolider, que vous nous demandez aujourd'hui de jeter de l'huile sur le feu en détenant le regard sur les personnels, pendant qu'ici on tente d'identifier les responsabilités de l'actionnariat dans les difficultés de la SNCM. On pourrait, à la rigueur, vous suivre s'il y avait désormais de la concurrence avec plusieurs opérateurs, permettant notamment en période hivernale d'assurer en toutes circonstances une desserte convenable de l'île, guère plus chaotique que ne le serait un service minimum. C'est une île que je connais bien, j'ai de nombreux amis, je fais sans doute moins de traversées que vous, mais je sais à peu près, pour l'avoir éprouvé, de quoi je parle. Par ailleurs, votre proposition de loi intervient, c'est contextuel mais ce n'est pas neutre, alors que le dossier SeaFrance, si douloureux parce qu'il a fait l'objet de 880 pertes d'emplois, a manifesté un sens élevé des responsabilités et une très grande dignité des personnels, malgré l'épreuve qu'ils ont subie. Aujourd'hui, l'urgence à l'égard de SeaFrance, dont la nouvelle compagnie sous scope, MyFerryLink, gagne des parts de marché et enregistre un rendement prometteur, plus 10% sur le fret, plus 8,1% sur le trafic de passagers depuis la mise en service il y a 1 an, et d'éviter que la Commission de la concurrence britannique ne le saborde au prétexte d'une vision dogmatique et inhumaine de la concurrence, en contestant le rachat de 3 navires de la nouvelle compagnie par Eurotunnel. S'il est un dossier qui doit requérir notre attention et notre appui, l'appui de tous, ça a été rappelé par le ministre, de tous les bancs, c'est bien celui-là, comme celui de redonner des perspectives de redressement à la SNCM, menacée par une procédure d'infraction engagée par la Commission au titre des aides d'État et qui rend difficile la consolidation. C'est bien encourager le redressement de ces 2 entreprises plutôt que d'envoyer aux marins et à leurs familles, victimes ou exposées à ces menaces sociales, un message de défiance à travers une loi plus politique qu'utile. J'ajoute qu'ici m'a précédé à la tribune le précédent ministre des Transports du précédent gouvernement. Et pour renverser un peu le raisonnement de notre collègue de l'UDI, il n'avait jamais jugé bon à l'époque de présenter un tel projet de loi et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous dérogerions à cette jurisprudence qu'il a introduite. Merci mes chers collègues. Merci.